Morning Business, le débat. Un débat exceptionnel ce matin. Attention, Jean-Marc Daniel, vous êtes confronté aux meilleurs prévisionnistes du monde à plusieurs reprises, puisque c'est Christophe Barrault chez Market Securities. Vous êtes prêt, Jean-Marc ? Je suis prêt, d'autant plus que je reconnais la qualité des travaux de Christophe. Donc, effectivement, j'attends ça avec une forme d'impatience et d'intérêt. C'est déjà pas mal si vous êtes validé par Jean-Marc Daniel. Christophe, ça vaut même les tampons de Bloomberg. On va parler évidemment de la Banque Centrale Européenne, de Christine Lagarde qui est à Sintra aujourd'hui. Bon alors Jean-Marc, je sais que vous allez nous dire que l'inflation, ça n'existe pas, mais pour Christine Lagarde, elle existe toujours, elle est là, même elle va revenir. On s'attendait, Christophe Barrault, à une baisse de l'inflation, notamment au deuxième semestre. Est-ce que ça n'aura pas lieu ? Alors il y aura deux temps. Le premier temps qui va être cet été où l'inflation, en fait, surtout la partie corps, risque de rester élevée, voire de rebondir légèrement. Ah oui. En raison d'effets de base, surtout en Allemagne, puisqu'ils avaient appliqué tout un tas de mesures pour faire baisser les coûts des transports l'année dernière. Après, sur l'inflation globale, c'est plus une question d'énergie. On voit bien que les prix du pétrole, donc de l'essence, de l'électricité ont rebaissé, mais globalement, on reste dans une phase de ralentissement de l'inflation, mais une inflation qui a tendance à ralentir lentement comparativement aux États-Unis. Il faut garder en tête que l'Europe avait appliqué tout un tas de mesures pour limiter la hausse de l'inflation. Donc elle était artificiellement faible, bien que élevée comparativement à la norme de la Banque centrale. Donc une normalisation qui va être assez lente en zone euro et qui pousse certains banquiers centraux à demander de nouvelles hausses de taux en juillet et probablement encore en septembre. Alors Jean-Marc, vous qui nous promettez depuis des mois une inflation, en fait, un épiphénomène, ça s'installe, non ? Non, je ne pense pas que ça s'installe. Effectivement, il y a eu des mesures qui ont été prises l'année dernière pour essayer de lisser les hausses de prix qui étaient intervenues, notamment à l'été dernier. C'est le moment où il y a eu le pic de hausse de prix, notamment dans l'énergie et sur les matières premières agroalimentaires. Mais donc là, on voit bien, c'est en train de reculer. On l'a dit, aux États-Unis, c'est assez spectaculaire. En Chine, on peut considérer que la hausse des prix, l'inflation a totalement disparu. Et même en Europe, vous avez le problème de la BCE, c'est que la zone euro n'est pas totalement homogène. Vous avez des pays comme les pays baltes, qui ont dit on répercute sans faire aucune mesure de correction les hausses de prix de l'énergie. Et donc vous avez eu des taux d'inflation très élevés l'année dernière, avec maintenant effectivement un ralentissement assez spectaculaire. Et puis des pays comme la France, où on a essayé avec le bouclier tarifaire de limiter les conséquences, si bien que on en paie les dégâts maintenant. Alors quand on regarde quand même les prévisions d'inflation de la BCE, elle annonce qu'on serait aux alentours de 5,4%, alors qu'on était à 10% au mois d'octobre. Et je rappelle le discours de François Villeroy de Galhau qui dit on sera à 2% l'année prochaine. Et il dit c'est un engagement. C'est-à-dire pour moi, c'est la preuve qu'il est convaincu, puisqu'il prend un engagement, qu'il aura ces 2%. Vous avez vu ce qu'ils disent à Sintra, les banquiers centraux européens qui sont réunis. Ils disent oui, mais maintenant il y a les salaires qui prennent le relais et qui alimentent, qui entretiennent cette machine inflationniste, Christophe. Alors c'est plus une gestion des risques de l'inflation aujourd'hui, plutôt que regarder donc, je dirais les chiffres au jour le jour. On a l'impression qu'ils sont un petit peu en retard, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas forcément en compte des prévisions de récession. Ils sont plutôt à rester sur le scénario en cours d'une résilience de l'économie, quoi qu'il arrive. Et ils se battent un peu plus contre le risque extrême d'un redémarrage de l'inflation. Et c'est un petit peu Par les salaires notamment. Par les salaires notamment. Et on voit un peu la même chose aux États-Unis. Donc la politique de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, elle est aussi très calée sur ce que vont faire les États-Unis. Et la réalité, c'est que les États-Unis ont relevé les taux au-dessus du niveau de l'inflation. Et on voit qu'en Europe, on n'en est pas encore là. Donc il y a peut-être aussi ce parallèle à faire avec les États-Unis, où la Banque Centrale reste très collée à ça. Et en fait, des chiffres de l'inflation qui sont assez loin de revenir vers le seuil de 2%. Donc on reste dans une phase où ils sont plutôt, je dirais, en réaction plutôt qu'en anticipation et en gestion du risque extrême plutôt que Mais pourtant, un scénario pourtant je croyais que la Banque Centrale Européenne a expliqué que désormais elle était data dépendante, qu'elle regardait vraiment les chiffres, pas au jour le jour, mais dans le détail de l'évolution de l'inflation secteur par secteur, et qu'elle pouvait réagir très vite. Non, vous dites, elle est toujours sur un schéma de pensée un peu en retard, quoi. Un peu en retard et un petit peu, je dirais, dans une logique où on va faire baisser l'inflation,
quitte à ce qu'elle baisse en dessous de la cible, plutôt que la ramener vers la cible. Il y a deux problématiques. La première, elle est historique sur, je dirais, les épisodes plutôt récents, à savoir que l'inflation est montée très fort. Ils ont laissé faire, donc ils ont une part de responsabilité et ça trotte dans leur tête. Une autre part historique, et ça c'est plus lié aux États-Unis, sur le contre-choc d'inflation qu'on avait eu dans les années 70, même si on est dans un monde totalement différent, je pense. Donc ça, c'est voilà, deux points qui peuvent jouer. Et après, comme Jean-Marc le disait, la dynamique n'est pas homogène au sein de la zone euro. Et il y a certains pays qui poussent pour un durcissement monétaire, donc notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Donc tous ces paramètres réunis font que potentiellement, le risque, c'est de relever les taux à un niveau trop élevé qui entraîne une récession un peu plus permanente. Vous redoutez, quand on vous entend depuis 3 à 4 minutes, là, Christophe, on a l'impression que vous redoutez une récession là, en Europe. Hein. Vous pensez que malheureusement, on risque de trop resserrer notamment le crédit et qu'on va alimenter, encourager cette récession? Techniquement, on est déjà en récession. Ouais. Le trimestre négatif, ça c'est le premier point. Donc on a une économie qui est très vulnérable à un choc exogène. Or, on a des conditions quand même géopolitiques très compliquées partout. Ouais. Donc un choc peut venir de, je dirais, à peu près n'importe où aujourd'hui. On danse sur un volcan là. Exactement, et sur la dynamique économique, si on regarde les indicateurs avancés, que ce soit le durcissement des conditions de crédit ou même l'évolution de la masse monétaire réelle, on a des signaux qui sont quand même assez négatifs aujourd'hui. Donc le risque, c'est de pousser le curseur un peu trop loin et qu'on se retrouve dans une situation où on est soit pas de croissance, soit une récession technique qui va durer, donc une soft récession en Europe. Jean-Marc, c'est les traumatisés, les banquiers centraux, en fait. Hein. Oui, je pense qu'ils sont traumatisés, surtout dans ce qu'a dit Madame Lagarde dans son assez long discours. Elle a dit qu'il y avait quand même une incertitude sur les conséquences de l'utilisation que l'on fait de la politique monétaire. Et en particulier, et je suis assez d'accord avec ça parce que au moment où on a fait des politiques très expansionnistes, on s'attendait à ce qu'il y ait une hausse assez systématique de l'inflation, que effectivement c'était un moyen de lutter contre la menace de déflation. Je rappelle qu'avant 2019, l'angoisse générale c'était la déflation. Et on n'avait pas véritablement de résultat. En revanche, on avait une augmentation du prix des actifs. Et là, maintenant, ce que l'on constate, c'est que donc le prix de l'immobilier a augmenté au rythme de 4% par an en France, par exemple, dans les années 2000-2010. Or, on constate quoi? On constate effectivement que le prix des actifs a plutôt tendance à baisser. Le prix de l'immobilier, un peu partout à la surface de la planète, est en train de stagner, voire les prix sont en train de stagner, voire de reculer. On va avoir de la récession et on n'a pas forcément un ralentissement des prix à la consommation. Donc, cet outil de la politique monétaire qui devait jouer sur les prix à la consommation joue sur l'activité et sur le prix des actifs et de moins en moins sur le prix à la consommation qui est celui qui normalement sert de référence aux politiques monétaires et aux attentes de la population. Et donc je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la pertinence de l'outil. Voilà le débat de haute volée de Jean-Marc Daniel et Christophe Barrot ce matin. Merci beaucoup à tous les deux.